Si nous voulons être productifs et accomplir de grandes choses, on nous parle souvent de discipline, de travail dur, de détermination ou même d'acharnement à la tâche. Comme si pour accomplir de grandes choses, il fallait forcément se faire violence, passer par la contrainte. Mais que penseriez-vous s'il existait une autre manière? Si on pouvait être productif, accomplir exactement les mêmes choses, mais de façon agréable, sans se forcer, tout en se sentant bien. Voire même, et si ce n'était pas le succès qui nous rend heureux, mais plutôt être heureux qui mène au succès. C'est l'idée centrale que développe Ali Abdaal dans son livre Feel Good Productivity. Salut l'équipe, c'est Andor, votre pote ex-ingénieur en Big Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup et que je ne maîtrise clairement pas à 100%, la productivité. Et pour ça, je vais vous parler aujourd'hui de ce livre de Ali Abdaal, Feel Good Productivity. Le secret de la productivité n'est pas la discipline, c'est la joie. Donc si vous ne connaissez pas Ali Abdaal, c'est un ancien docteur britannique qui s'est reconverti en entrepreneur et youtubeur. Il a fait beaucoup de vidéos sur la productivité et a aidé des millions de personnes à travers le monde. C'est probablement l'expert en productivité le plus suivi sur les réseaux sociaux. Et dans ce livre, il nous parle de son approche originale, comment être productif sans tout ce qui est grind et hustle culture que certains peuvent considérer comme toxique. Il nous parle de sa découverte sur la productivité, que lorsque tu fais en sorte que ton travail te fait plaisir, la productivité vient naturellement. Le livre contient beaucoup d'idées et de concepts appuyés par des études scientifiques, donc ce qui n'est pas étonnant vu que c'est un ancien docteur pour qui les preuves scientifiques sont importantes. Un docteur ne soigne pas ses patients en regardant des vidéos YouTube d'influenceurs, etc. Il se base sur des faits concrets, biologique, scientifique. Et dans ce livre, il propose également énormément d'expérimentations que l'on peut essayer d'implémenter dans sa vie au quotidien. Comme il a dit lui-même, si une expérience fonctionne pour vous, c'est parfait. Mais si une expérience ne fonctionne pas, alors c'est pas grave, vous en apprendrez quand même davantage sur vous-même. En fait, ces expérimentations visent à exploiter 4 hormones qu'il classe comme hormones de bien-être ou de plaisir. L'endorphine, souvent libérée pendant l'activité physique, qui agit comme un antidouleur. La sérotonine, l'hormone de régulation de l'humour, du mood, donc qui est aussi liée au sommeil et à l'appétit. La dopamine, donc l'hormone de récompense qui est aussi liée au plaisir, à la motivation et à la concentration. C'est souvent l'hormone qu'on entend le plus parler en ligne. Et enfin, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, associée à nos relations sociales et liée à la confiance et à l'attachement entre les personnes. Toutes ces hormones de bien-être sont le point de départ du cercle vertueux de la productivité. Quand on se sent bien, on génère de l'énergie, ça booste notre productivité et cette productivité nous donne un sentiment d'accomplissement, ce qui nous fait nous sentir bien. Ce cercle vertueux représente bien l'idée principale d'Ali. Ce n'est pas le succès qui nous rend heureux, mais plutôt être heureux qui mène au succès. Et justement, Ali structure son livre autour de ce cercle. Il a divisé son livre en 3 parties logiques. Energize, où il présente les 3 moteurs d'énergie pour la productivité agréable. Unblock, où il présente les 3 bloqueurs que l'on doit surpasser pour battre la procrastination. Et enfin, Sustain, les 3 piliers de durabilité qui préviennent du burn-out et nous aident à atteindre une productivité durable. Chaque section est pleine de concepts scientifiques et d'expérimentation, mais aujourd'hui je vais vous parler simplement des expérimentations et exercices qui m'ont le plus marqué personnellement et que vous pouvez peut-être implémenter dans votre vie au quotidien. Donc déjà dans la première partie, Energize, Ali dit qu'elle se base sur 3 piliers, les 3 P, Play, Power, People. Pour Play, l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est Don't be serious, be sincere. Donc ne sois pas sérieux, sois sincère. Il y a des moments dans la vie où on peut souvent se sentir très stressé, que ce soit réviser des examens ou lorsqu'on doit coder une feature qui doit être ship le lendemain, ou encore lorsqu'on essaie de passer des entretiens d'embauche pour un job. Souvent on est très sérieux et on se met beaucoup de pression. On se dit qu'il faut que je sois parfait le jour J, il faut que j'impressionne. Mais Ali partage que tu peux aborder ces situations différemment. Si on aborde ces situations avec de la sincérité plutôt que du stress et de l'anxiété, souvent on se sentira plus présent dans le moment et on se reconnectera mieux avec l'intervieweur. Et en règle générale, si on est plus sincère dans son discours, on posera beaucoup plus de questions pertinentes et on se sentira moins stressé, plus léger et donc plus productif dans notre approche. Le deuxième chapitre dans la partie Energize, c'est Power. Donc là, l'expérience qui m'a le plus intéressé, c'est l'expérience 3, l'approche Shaoshin. Donc Shaoshin, c'est un mot japonais qui désigne l'esprit du débutant. C'est un mindset ultra utile en productivité. Dans ce chapitre, il référence notamment Phil Jackson, le coach légendaire des Chicago Bulls, qui a aidé Chicago Bulls et Michael Jordan à gagner 6 titres de NBA. Phil Jackson a incité ses joueurs à adopter l'esprit du débutant, même au sommet de leur carrière.
L'idée, c'était que quand tu es débutant, tu es plus ouvert à faire des erreurs. Tu testes, tu expérimentes, tu ne te juges pas. Et bizarrement, c'est cette mentalité qui te fait beaucoup plus progresser. Parce que quand tu es expert, tu as tendance à te bloquer. Tu restes dans ta zone de confort. Tu refuses de tester autre chose et c'est là que tu stagnes. Moi, ça m'a fait penser au foot notamment. Lorsque tu commences le foot, que tu n'as jamais joué de ta vie, tu es plus OK de jouer à n'importe quel poste, que ce soit ailier, latéral ou même gardien de but. Souvent, c'est les personnes qui sont nouvelles au foot qui sont le plus OK à prendre le poste de gardien de but. Et en fait, c'est OK parce que tu t'en fous. Tu vas apprendre ce sport que tu viens juste d'aborder. Et en fait, c'est pareil pour tous les concepts que tu connais déjà. Et si l'expérience Shaoxin est dans le chapitre Power, c'est parce qu'il touche directement à ton mindset et à ta confiance en toi. Adopter un esprit de débutant, c'est reprendre le pouvoir sur ton apprentissage. Ça te permet de te libérer du regard des autres, de lâcher le perfectionnisme et de construire une vraie autonomie mentale dans ta façon de bosser. Enfin, le dernier chapitre de Energize, c'est P pour People. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce chapitre parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était le moins marquant et le moins utile personnellement. Mais en gros, il parle de comment bien s'entourer et comment bien communiquer. Ensuite, on passe à la partie 2 du livre Unblock, donc qui parle de comment surpasser les bloqueurs majeurs. Le premier chapitre, c'est Seek Clarity. Et dans ce chapitre, il y a 2 expériences qui m'ont le plus marqué, qui ont été le plus utiles pour moi. Donc d'abord les 5 Whys, donc 5 pourquoi en français. Ça a été créé par le fondateur de Toyota, Sakichi Toyoda. C'est une technique très simple mais très utile et concrète pour trouver la source des problèmes, simplement en se posant la question pourquoi 5 fois. Donc j'ai écrit un petit exemple ici pour vous aider. Par exemple, tu n'arrives pas à te concentrer à ton travail. Pourquoi? Parce que tu es distrait toutes les 5 minutes. Pourquoi tu es distrait toutes les 5 minutes? Parce que tu checkes ton téléphone dès que tu as un blanc. Donc, ça peut être si ton code est en train de compiler, parce que tu attends qu'un collègue te réponde sur Slack, ou encore que tu attends que ChatGPT ait fini d'écrire sa réponse. Donc, ça peut être n'importe quoi, le blanc. Pourquoi tu checkes ton téléphone lors de ces blancs? Parce que tu reçois tout le temps des nouveautés et des notifs sur ton téléphone, que ce soit YouTube, Instagram, Discord, email ou autre. Donc, pourquoi? Parce que tu n'as jamais mis en place une règle claire pour limiter le moment où tu consultes tes notifications. Pourquoi? Parce que tu crois que la volonté suffit pour rester focus. Tu ne penses pas que tu regarderas ton téléphone lorsque tu seras au travail. Donc le problème, c'est pas que tu n'as pas assez de motivation pour te concentrer, c'est qu'en fait, tu n'as jamais créé de système pour protéger ta concentration. Des solutions simples, ce serait que quand tu bosses, tu mets ton téléphone en mode avion et tu le caches dans un sac ou dans une autre pièce. Et que tu te crées une vraie routine où tu checkes toutes tes notifications en une seule fois par jour pendant 30 minutes ou même 1 heure. Et surtout, fais confiance à ton système, pas à ta volonté. Ton environnement doit bosser avec toi et non pas contre toi. Une autre expérience que j'ai vraiment aimée dans ce chapitre sur la recherche de la clarté, c'est le concept que le docteur Ali Abdaal a lui-même inventé, les nice goals. Si tu as déjà bossé en entreprise, fait un peu de management ou même lu des bouquins sur le développement personnel, tu as sûrement entendu parler des SMART goals. C'est une méthode inventée par George D. Torrent. S pour spécifique, M pour measurable, A pour assignable, R pour relevant, T pour time related. L'idée, c'est que des objectifs clairs et bien définis t'aident à performer. Et effectivement, des études ont montré que des objectifs challenging peuvent booster la performance, mais pas pour tout le monde. Pour certaines personnes, ça crée l'effet de vision tunnel, paralysé par la pression du résultat. Et donc, au lieu de se focaliser sur le résultat final, les nice goals te reconnectent au processus, à ce que tu contrôles et à ce qui te donne de l'énergie. N pour near term, se concentrer sur des étapes immédiates, proches, pour éviter d'être submergé par la big picture. I pour input-based, des objectifs basés sur des actions à faire, pas juste le résultat. Exemple, au lieu de perdre 5 kg, tu notes courir 30 minutes par jour. Controllable, des choses que tu peux vraiment contrôler, comme par exemple bloquer 30 minutes dans ta journée. Energizing, des actions qui te motivent, qui te stimulent, en lien avec les 3 P, donc Play, Power et People. Donc je vous ai listé quelques objectifs que tu pourrais avoir et un petit peu comment les écrire en Smart Goal, mais aussi en Nice Goal. Et comme ça, vous pouvez un petit peu voir la différence. Donc par exemple, dans l'apprentissage de Python, j'ai écrit en Smart Goal maîtriser Python en 6 mois, alors qu'un Nice Goal serait coder en Python 45 minutes par jour sur des projets fun. Un autre exemple en santé, donc perdre 3 kilos en 3 mois, donc c'est un SMART Goal parce que c'est mesurable et que tu as une contrainte de temps. Et en Nice Goal, on aurait courir 30 minutes par jour en écoutant un nouvel album de musique à chaque fois.
Et donc voilà, comme ça, je vous ai écrit quelques petits exemples de SMART Goals et Nice Goals. Pourquoi les Nice Goals sont peut-être un peu plus efficaces pour certains? C'est parce que les Nice Goals te remettent au centre de l'action sans que tu sois paralysé par la big picture du résultat. Tu avances avec beaucoup plus de plaisir, plus d'autonomie et surtout, tu restes aligné avec tes valeurs et ce qui te fait plaisir. Ensuite, le prochain chapitre dans la partie Unblock, c'est le chapitre Find Courage. Donc ici, l'expérience que j'ai beaucoup aimée, c'est la règle des 10-10-10. Souvent, quand on n'arrive pas à être productif, ce n'est pas par manque d'envie ou d'inspiration, c'est tout simplement parce qu'on a peur. Et une de mes techniques préférées pour gérer cette peur, c'est la règle 10-10-10. Donc le terme scientifique, c'est la cognitive reappraisal. Quand on se sent paralysé par une situation stressante, on se pose 3 questions. Est-ce que ça aura encore de l'importance dans 10 minutes? Est-ce que ça aura encore de l'importance dans 10 semaines? Est-ce que ça aura encore de l'importance dans 10 ans? Donc un exemple concret, ce serait, imagine que tu dois étudier pour un entretien technique chez Amazon, mais tu n'arrives pas à commencer parce que tu as peur. Tu te dis, et si je ratais mon entretien? Donc si tu devais appliquer la règle des 10-10-10 dans cette situation, tu te dirais, est-ce que dans 10 minutes, ça aura encore de l'importance? Est-ce que je serai encore stressé? Donc tu peux dire oui, tu seras encore stressé dans 10 minutes. Est-ce que dans 10 semaines, tu seras encore stressé? Est-ce que tu auras encore peur? Peut-être que tu auras déjà trouvé un autre poste ou passé d'autres entretiens, donc ça aura peut-être beaucoup moins d'importance. Et dans 10 ans, est-ce que tu penses que ça a encore de l'importance dans 10 ans? Franchement, tu t'en foutras complètement parce qu'il y a même des chances qu'Amazon n'existe plus sous cette forme ou même que cette entreprise ne t'attire plus du tout dans 10 ans. Et donc, le résultat de cette expérience, c'est que ça te fait changer de perspective, de relativiser, de réduire ton stress et de te remettre à l'action sans être paralysé par la peur de l'échec. Enfin, le dernier chapitre de la partie Unblock, c'est Get Started. Donc, dans ce chapitre, il explore comment réduire la friction émotionnelle qui nous empêche de commencer. Et mon expérience préférée, celle qui m'aide énormément au quotidien, c'est la règle des 5 minutes, que j'ai renommée 5 minutes brute force. Si tu te dis que tu vas travailler sur une tâche pendant seulement 5 minutes, tu lances un timer et c'est parti. Si après ces 5 minutes, tu n'as plus envie de continuer, tu t'autorises de complètement arrêter et reprendre une pause. Donc pas de culpabilité, pas de jugement. Donc la magie de cette expérience, c'est que en fait, dans 80% des cas, tu vas continuer à maintenir ton effort même après 5 minutes. Parce que le plus dur, c'est pas de maintenir l'effort, c'est vraiment de se lancer. Et pour les 20% de fois où tu vas vraiment vouloir t'arrêter, eh bien arrête-toi. Tu pourrais penser que c'est contre-productif, mais en vrai, tu as quand même travaillé 5 minutes sur le projet, donc tu as fait 5 minutes de progrès. Et au moins, tu ne te mens pas à toi-même. Et les 5 minutes brute force fonctionne vraiment sur toi. Enfin, la dernière partie du livre, Sustain, donc il parle notamment des 3 types de burn-out, le surmenage, l'épuisement et le désalignement. Le surmenage, quand on fait trop et t'as 0 pause. L'épuisement, donc c'est quand tu tournes en rond dans ton taf et que tu fais tout le temps la même chose. Et enfin, le désalignement, c'est que tu bosses dur, mais pour des choses qui ne t'intéressent vraiment pas. Donc dans cette partie, le premier chapitre, c'est Conserve. Donc, le chapitre Conserve nous rappelle une vérité fondamentale. Notre capacité d'autorégulation n'est pas infinie. La plupart du travail intellectuel demande ce que les psychologues appellent des efforts d'autorégulation. C'est cette capacité à contrôler nos émotions, nos comportements et notre attention. Donc, le problème, c'est que ces ressources sont limitées. C'est là qu'intervient l'expérience que j'ai beaucoup aimée, Schedule Your Breaks. L'idée, ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais au lieu d'attendre d'être épuisé pour faire une pause, tu peux planifier tes pauses à l'avance, donc tu les intègres directement à ton planning, comme des rendez-vous non négociables avec toi-même. Quand une pause arrive, ton cerveau peut mieux gérer l'effort actuel. C'est comme courir un marathon en connaissant l'emplacement des points d'eau. En planifiant tes pauses, tu évites l'épuisement de tes ressources mentales et tu maintiens un niveau de performance plus constant sur la durée. Tu passes d'une productivité en dents de scie à une productivité durable et soutenable. Donc le deuxième chapitre de la partie Sustain, c'est Recharge. Et ici, notamment, l'expérience qui m'a le plus marqué, c'est Bring Nature. Dans cette expérience, allez référence au docteur Ulrich. Donc, c'est un docteur aux États-Unis qui a effectué une expérimentation sur 2 groupes de patients. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 2 groupes de patients, ils ont reçu la même chirurgie, mais ils n'avaient pas le même environnement pour la récupération. Un groupe de patients avait en fait une fenêtre qui donnait sur un mur de briques, et un autre groupe de patients avait une fenêtre qui donnait sur de la verdure, donc des arbres, des arbustes, etc.
Et en fait, le docteur Ulrich a remarqué que les personnes qui avaient une vue sur de la verdure avaient en moyenne une récupération plus rapide. Donc, il avait noté à peu près 1 jour de récupération. Et donc, en fait, ce professeur Ulrich, il a un petit peu poussé ses recherches et il a remarqué plusieurs faits. Donc, la première chose, c'est que tu n'as pas besoin de véritables arbres pour recevoir cette récupération rapide, on va dire. Tu peux aussi avoir simplement des photos d'arbres, parce qu'apparemment notre cerveau ne fait pas la différence entre de vrais arbres et des arbres en photo, en tout cas pour la récupération. Ou alors, tu peux même simplement écouter des sons de la nature. Il faut simplement intégrer des éléments naturels dans ton espace de travail, même virtuel, pour transformer ta capacité à récupérer et à maintenir ta productivité. Donc, c'est pour ça notamment que j'ai quelques plantes maintenant, alors qu'avant, j'en avais pas du tout. Et enfin, le dernier chapitre de la partie Sustain, c'est Align. Et ici, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'expérience qu'il appelle The Eulogy Method, mais que j'ai renommé Remember Me. En gros, c'est de faire l'exercice lorsque ce sera tes funérailles. Comment est-ce que tu veux que les personnes se souviennent de toi? Cette question, elle révèle instantanément ce que tu valorises vraiment du point de vue des autres. Et la réalité, c'est que même si tu as des collègues de travail qui viennent à tes funérailles, jamais ils diront « Ah ouais, je me souviens de ce gars, il avait aidé pour un deal à 1 million ou il a réussi à développer cette feature qu'on a pu ship le lendemain. Il a optimisé notre workflow pour améliorer un taux de conversion de 10%. » Ils parleraient plutôt de l'impact humain que tu as eu sur eux. Donc, si tu les as inspirés, si tu les as soutenus, si tu as changé leur vie. Et en fait, la leçon qu'on peut tirer de cette expérience, c'est pas d'en faire moins, mais c'est de simplement faire des choses qui alignent avec ta vision, donc entre tes valeurs profondes et tes actes au quotidien. Et en fait, tout ça, c'est vraiment une clé pour l'épanouissement de la productivité. Voilà, ce sont les quelques expériences qui m'ont le plus marqué dans ce livre Feel Good Productivity. Et j'aime beaucoup aussi comment il finit son livre par dire qu'il faut approcher la productivité comme un scientifique. Il faut simplement faire des expérimentations, voir si quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, on est vraiment tous différents. Certaines choses peuvent fonctionner pour nous, mais ne pas fonctionner pour d'autres. Et je trouve que ça représente bien ce qu'est la productivité. La première chose qui me vient en tête, c'est par exemple la technique du Pomodoro qui est hyper populaire donc, dans tout ce qui est dans la sphère de la productivité. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de productivité assez populaire. Vous choisissez une tâche à accomplir, vous réglez un minuteur sur 25 minutes et vous vous concentrez uniquement sur cette tâche. Vous travaillez sans distraction jusqu'à la fin du temps imparti. Puis vous prenez une courte pause de 5 minutes et en fait vous répétez ce cycle 4-5 fois. Puis vous vous accordez une pause longue de 15 à 30 minutes. Donc pour moi, ça ne marche pas trop cette technique du Pomodoro. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai l'impression que m'arrêter aussi souvent, ça ne m'aide pas à me concentrer. Moi, personnellement, je préfère avoir des sessions de deep work de plusieurs heures pour mieux enchaîner. Donc voilà, il faut simplement essayer ce qui marche pour vous. Alors expérimentez, ajustez votre productivité et faites-le avec plaisir parce que au final, la productivité, c'est pas simplement cocher des cases, c'est vraiment aimer le processus de construire quelque chose de durable. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos meilleures techniques de productivité. Et si ce genre de contenu te motive, abonne-toi, on est là pour progresser ensemble.